Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit Agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle heure de direct, comme chaque soir de la semaine sur Alsace 20. L'Alsace Fan Day, c'est ce lundi 24 juin pour la journée mondiale et la fête de tous les amoureux de l'Alsace, ici dans la région, mais aussi sur toute la planète. Gérard Stedel viendra nous présenter cet événement pas comme les autres. Depuis lundi, le tramway est au cœur du quartier de la Robertsau à Strasbourg, l'occasion de l'inaugurer, de fêter son arrivée et de faire un after fête de la musique, événement à découvrir tout à l'heure dans cette émission. Et puis découvrir un sport, essayer une nouvelle pratique sportive pour vous ou pour vos enfants en prévision de la rentrée de la saison prochaine. C'est à essayer et à découvrir à Vital Sport. On en parle dans cette émission. Et puis bien sûr, elle nous fait découvrir chaque jeudi le meilleur de nos terroirs d'ici et d'ailleurs. Ça s'appelle Épicurien. Ce sera avec Valérie Zago en fin d'émission. Tout ça est au menu de ces 60 prochaines minutes. On commence bien sûr comme chaque soir par les infos. Le JT est présenté par Anna Britz. Bonsoir à tous et à la une de l'actualité ce soir. En cette journée mondiale des réfugiés, nos journalistes ont poussé les portes du couvent de Talmarmoutier qui accueille depuis 2 ans des réfugiés d'Afrique subsaharienne. Vous assisterez aussi à un cours de français dispensé à Mulhouse par une association. Et puis, en fin de journal, nous partirons du côté de Neuvillers-les-Savernes où un centre de soins recueille les animaux blessés avant de les réadapter à leur milieu naturel. C'est en décembre 2000 que l'Assemblée générale des Nations unies a décidé de rendre hommage pour une journée à ceux qui doivent fuir leur pays et tout reconstruire ailleurs. À l'occasion de cette journée mondiale des réfugiés, le couvent de Talmarmoutier a donc ouvert ses portes aujourd'hui. Ici, depuis 2 ans, des femmes, des hommes et des enfants prennent un nouveau départ. Romain Hirt et Cécile Motz. Ils viennent du Soudan, du Mali, de Centrafrique ou encore d'Éthiopie. Ils ont fui la guerre ou la famine. Talmarmoutier est leur premier pied-à-terre en France. Pour ces réfugiés venus d'Afrique subsaharienne, le couvent de ce petit village alsacien fait office de sas entre leur ancienne et leur nouvelle vie. Je viens de Centrafrique, donc j'ai vécu un état de guerre en passant par le Tchad. J'ai fait 5 ans. Dès que je suis venue ici, j'ai trouvé beaucoup de choses. Donc ils m'ont montré beaucoup de choses. Après, donc j'étais contente avec les gens d'ici. Tous les 4 mois, des groupes de 55 réfugiés arrivent ici pour débuter leur intégration. Ils ont alors 130 jours pour se préparer à vivre en autonomie à travers 3 objectifs. Au niveau administratif, il faut qu'à l'issue des 4 mois, tout soit bouclé. Une deuxième grosse partie, c'est l'accompagnement sanitaire. Donc il faut qu'à l'issue des 4 mois, ils aient un statut vaccinal optimal. Et la troisième grosse partie, c'est au niveau insertion et intégration. Donc ils arrivent ici, comme je disais auparavant, avec des droits, mais également avec des devoirs. Ils signent un contrat d'intégration républicaine qui les oblige à faire un certain nombre d'heures de cours de français et de formation civique et citoyenne. 12 salariés et une vingtaine de bénévoles se relaient pour accompagner les réfugiés. Ils disposent ici de salles de cours et d'une salle informatique. Activités sportives, découvertes du numérique ou encore cours de français rythment leur quotidien et les aident à s'acclimater à cette nouvelle vie. Ils ont un parcours de vie super compliqué, donc ils ont connu des choses abominables. Donc forcément, nous on les accueille avec grand plaisir. Je suis conscient qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais ceux qu'on accueille, moi je considère qu'il faut le faire du mieux possible. On prend plaisir à travailler avec ce genre de personnes parce qu'ils sont preneurs de tout ce qu'on leur apporte. On arrive progressivement à les amener quand même à pouvoir au moins se repérer et retrouver l'envie de continuer à s'intégrer et à apprendre. Comme les adultes, les enfants doivent se mettre à niveau rapidement. Pour faciliter l'apprentissage et adapter les cours aux besoins des enfants, des groupes de niveau sont constitués. Le reste se fait par le dialogue et les images. Le plus gros du travail, c'est de leur donner un bagage en termes de langue et de compétences langagières pour pouvoir ensuite intégrer une classe ordinaire. C'est en grande partie grâce aux dons des sœurs et des habitants du village que l'accueil de ces réfugiés est possible. Les sœurs mettent à disposition une aile de couvent, anciennement maison d'accueil. Les locaux étaient là disponibles, alors le couvent, les sœurs, on se posait la question, qu'est-ce que ça va devenir ? Et puis voilà, tout d'un coup, une opportunité s'est présentée, l'accueil des réfugiés. Les sœurs voulaient aider les pauvres, donc on a vraiment pu répondre à cet appel avec les réfugiés. En tout, 213 personnes sont passées par ce couvent depuis décembre 2017. Fin juin,
Un nouveau groupe de 55 personnes viendra s'installer dans ce bâtiment qui gardera sa porte ouverte au moins jusqu'en février 2020. Et un autre dispositif qui aide à l'intégration des réfugiés, ça se passe à Mulhouse notamment. L'Office de l'immigration et de l'intégration soumet un contrat d'intégration républicaine. Il permet de suivre une formation linguistique et civique. L'an dernier, près de 1000 personnes en ont bénéficié dans le Haut-Rhin et ont signé ce contrat. Mais pour renforcer ce programme, d'autres actions sont mises en place, comme des ateliers sociaux linguistiques. Exemple, à Mulhouse, où l'association Aleos accueille une 50aine de réfugiés Marinsis. Alors là, on va commencer en fait à noter par exemple les adresses utiles à Mulhouse. De quoi on a besoin quand on arrive en France? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Ce matin, ils sont une dizaine à se retrouver pour imaginer un kit de bienvenue à un nouvel arrivant à Mulhouse. Certains d'entre eux suivent ces cours depuis quelques jours à peine, d'autres depuis plusieurs années. Je viens d'Afghanistan. Depuis un an, j'habite en France, à Mulhouse. Je n'ai jamais parlé un mot. J'ai appris petit à petit, mais maintenant je peux parler un peu français. Moi, je viens d'Afghanistan. Et depuis 2016 que j'ai commencé la langue de français. Je parlais pas trop, mais c'est bien. Je travaille un petit peu. Voilà, je travaille un petit peu au marché ou quelque part. J'apprends le français pour communiquer avec des Français. Je suis vu en France, alors il faut communiquer avec Français et pour travailler en France et choses comme ça. En fait, j'aimerais travailler ici en France. Je suis en train de faire formation de comptabilité. Ces ateliers sociolinguistiques sont assurés par l'association Aleos. Elle a été créée en 1951 pour accueillir à l'origine les travailleurs issus d'Afrique du Nord. La petite différence aujourd'hui quand même, c'est qu'à l'époque, les migrants, notamment d'Algérie, des départements algériens de l'époque, étaient des francophones. Alors ils avaient aussi des problématiques de langue, dans la mesure où la plupart n'avaient pas été scolarisés, comme un certain nombre de ceux que nous accueillons aujourd'hui. La différence, c'est qu'on part d'un peu plus loin aujourd'hui, puisque les pays d'origine sont la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan, le Soudan, qui ne sont pas des pays francophones, et d'où l'effort plus important pour nous, mais aussi pour eux, pour acquérir les éléments qui leur permettront ensuite de trouver un travail et de vivre une vie normale dans la société. À l'image de l'association Aleos, il existe une vingtaine d'opérateurs dans le Haut-Rhin qui proposent des ateliers sociolinguistiques. L'ensemble de ces structures sont aidées par l'État au travers de la préfecture du département qui les aide à hauteur de 459 000 € par an. Après Bordeaux, Marseille et La Roche-sur-Yon, la caravane des aidants fait halte à Strasbourg. L'idée, aller directement à la rencontre des aidants. L'aidant, c'est une personne non professionnelle qui vient en aide à une personne dépendante, souvent un proche ou un parent. Mais si le statut est reconnu par la loi depuis 2005, la plupart ne savent pas encore qu'ils peuvent eux aussi être aidés. On part tout de suite découvrir la caravane des aidants. Souvent l'aidant est isolé et souvent démuni et épuisé. Donc il faut savoir que 30% des aidants décèdent avant les aidés. Donc on est vraiment dans une logique, dans un enjeu de société important. L'aidant souvent ne sait pas qu'il est aidant. Donc il y a 12 millions d'aidants en France et notre action par le biais de cette caravane, c'est de sensibiliser effectivement je dirais les citoyens au fait d'être aidant. L'association La Compagnie des aidants propose de créer un réseau de solidarité et d'information entre les aidants pour qu'ils puissent déjà sortir de l'isolement et aussi s'entraider. S'entraider en se disant par exemple on a une histoire commune, on a aidé un parent atteint d'Alzheimer, vous aussi, et du coup on peut échanger des informations et se soutenir. Ils trouvent ça très plaisant d'avoir enfin une écoute et de pouvoir témoigner de ce qu'ils vivent en tant qu'aidants et de leurs difficultés. Et surtout qu'on puisse répondre à un certain nombre d'interrogations qui se posent des fois depuis un certain temps et qui les angoissent pas mal. Et à noter que la caravane restera installée à l'entrée de l'hôpital de Haute-Pierre jusqu'à demain soir. Elle prendra ensuite la direction de Paris. Et notre grand format du jour nous emmène maintenant dans la forêt du côté de Neuvillers-les-Savernes à la découverte du centre de soins de la faune sauvage, le Gorna. Il y a 4 centres similaires qui existent dans le Grand Est. Tout a démarré ici dans une grange avec l'accueil de quelques rapaces il y a plus de 35 ans. Et petit à petit, le centre s'est agrandi. Camille Roland. Donc du coup là, on va s'occuper de deux hérissons orphelins.
de jeunes qui se sont fait déterrer par un chien. Du coup, le nid s'est fait détruire par le chien. La mère est partie et 2 autres hérissons de la portée sont malheureusement décédés suite à la prédation. Donc ces 2-là sont des petits survivants. Ici, les repas sont réglés à la montre. Toutes les 3 heures, ces bébés hérissons âgés de 3 semaines sont nourris à l'aide d'une pipette, avec un mélange spécialement conçu pour eux à base de sels minéraux. Cette nourriture adaptée leur permet de retrouver peu à peu leur force. Dans cette salle de soins et de nourrissage du Gornat, le groupement ornithologique du refuge Nord-Alsace, les animaux nécessitent une attention particulière. Au quotidien, les soigneuses vérifient que leur sel soit correct, les pèsent ou encore surveillent leur température. On vérifie régulièrement en fait, que la lampe est adaptée. Donc ils ont toujours un endroit très chaud avec la lampe et un endroit où ils peuvent aller se refroidir si jamais. Voilà, ils peuvent réguler aussi leur température en fonction d'eux. Ça leur permet d'avoir une chaleur comme si la mer était près d'eux. Dans le centre, 1600 animaux sont accueillis chaque année, amenés par des particuliers, les pompiers ou encore récupérés au point relais dans l'Eurométropole de Strasbourg. À cette période de l'année, une dizaine arrivent chaque jour au centre, la plupart blessés et traumatisés. Chutes, débroussaillage, chocs, prédation, les causes sont nombreuses. Et après les soins, il faut réadapter les animaux à la vie sauvage, tout un processus. Donc là, c'est les box à écureuils, c'est là qu'on met nos écureuils en soins. Donc là, on a un jeune en fait qui est maintenant autonome au niveau nourriture, il est sevré. Et donc là, on voit comment il se comporte avant de lui ouvrir la trappe pour pouvoir aller vers la forêt. Et il aura le choix de revenir dormir et manger chez nous tant qu'il en aura besoin. C'est ce qu'on appelle l'émancipation. Le Gornat dispose de plusieurs boxes d'isolement comme celui-ci, idéal pour les pensionnaires qui ont besoin d'espace ou sont stressés. Ensuite, l'émancipation progressive débute. Les oiseaux, qui composent 70% des animaux recueillis, sont placés en volière pour finaliser au mieux leur rééducation. Chaque volière a été pensée en fonction de l'espèce qu'on voulait accueillir. Donc là, c'est une volière échassier, donc elle est très très haute. Ça permet de rééduquer, ça permet de voir aussi ça évolue. Un animal qui monte vers le haut, c'est que déjà, il peut se le permettre au niveau musculaire et au niveau de ses ailes, donc c'est que ça évolue. Et là, après, on peut passer dans les volières de rééducation où ils vont faire des longueurs. Créé en 1983, le centre de soins nourrit un projet, la construction d'une nouvelle volière de 52 mètres pour permettre aux oiseaux de disposer de plus de place pour leur rééducation au vol. 4 000 € sont nécessaires pour financer ce projet. S'il est unique dans la région, les 3 autres centres de soins du Grand Est pourront en disposer. Depuis 3 ans, ils coopèrent pour pouvoir mutualiser leurs compétences et moyens matériels. Ici, par exemple, des installations pour le chat forestier. Chaque centre ne peut pas disposer d'installations pour le chat forestier, donc les chats nous sont transférés. Nous, de notre côté, on peut également transférer vers la Champagne-Ardenne des espèces ou vers la Lorraine. Donc c'est vraiment un échange de bons procédés qui permettent d'optimiser au mieux les soins de l'animal. Les animaux restent en moyenne 3 mois avant d'être relâchés. Et bientôt, certains seront réintroduits dans un sanctuaire de plusieurs hectares à Neuvillers-les-Savernes, permettant ainsi au centre de remplir sa fonction première, réintroduire les animaux dans leur milieu naturel. Et on repart maintenant au Salon du Bourget à Paris. Le 53e salon aéronautique est une référence mondiale dans le domaine et de nombreuses entreprises alsaciennes y sont présentes. Nora Boiriois. Au salon, à chacun sa motivation, présenter son entreprise, créer des contacts ou signer des conventions, comme ici entre le Centre national d'études spatiales, l'Eurométropole de Strasbourg, l'Agence d'innovation du Grand Est et la région. Objectif, mettre les technologies spatiales au service du développement économique. Ce sont des données qui concernent le climat, qui concernent par exemple l'utilisation et la fréquentation des routes. Ce sont des exemples extrêmement concrets, mais plutôt que de les laisser au CNES, de pouvoir les utiliser nous, que nos entreprises puissent les utiliser, que nos agriculteurs puissent les utiliser, que nos chercheurs puissent les utiliser. Si cette initiative vise aussi à développer les activités aérospatiales du territoire, une centaine d'entreprises alsaciennes travaillent déjà dans ce domaine. L'association Aéro Alsace, créée en 2009, vise à les promouvoir. Son but, c'est d'aider à ce que ces entreprises se connaissent et, si possible, aillent voir des clients ensemble ou règlent des soucis communs. Ou le fait de se découvrir, au lieu de chercher des produits à 300 km ou à 500 km,
de faire travailler son voisin. Il existe aussi un cluster aéronautique appelé Aériade qui regroupe 60 membres. Parmi eux, l'entreprise alsacienne Irepa Laser. Elle participe depuis plusieurs années au salon du Bourget. Alors on espère toujours des contrats, mais effectivement c'est aussi se faire connaître et pouvoir initier des premiers contacts, effectivement, ce qui ne seront pas forcément tout de suite immédiats, mais qui peuvent porter leurs fruits plus tard. Avec un budget de plus de 180 000 €, la région Grand Est accompagne cette année 30 des 42 entreprises locales présentes sur les stands du cluster Aériade et de la CCI Grand Est. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et comme tous les soirs, on termine ce journal avec l'image du jour, Olivienne. Ils ont osé. L'OLCA, l'Office pour la langue et la culture alsacienne, fête ses 25 ans et continue à dépoussiérer le dialecte. Pour marquer cette 25e année, ils ont osé doubler en dialecte un extrait de Star Wars. Je vous laisse apprécier. Hannes, kannst du kommen? Da ist etwas nicht normal. Es funktioniert nicht mehr. Kommst du mal ja? Faut appuyer sur marche, c'est gay. Chauves, tu me ranges ça dans la boîte à trucs. Non, ça fonctionne de nouveau. Et après, faut qu'on se grouille, on va être en retard pour l'AG. Non, de Pogel noch einmal, die Maschine ist schon uralt. Tu veux que je vienne avec de l'aide? Hé! Ça me fait beaucoup rire. Merci beaucoup Anne et merci à Oliviane pour cette trouvaille à l'OLCA. Vous restez avec nous Anna, on va accueillir les invités de la première partie de cette émission avec Valérie Zago qui en parlera tout à l'heure, Gérard Stedel, venez nous rejoindre, Olivier Horstetter et Angélique Klein, venez vous installer autour de cette table. Installez-vous tranquillement, on parle de toute cette actualité dans quelques instants, c'est juste après la météo de Sada. Découvrez DS3 Crossback dans votre DS Store Colmar et Haguenau et au DS Salon de Saverne. Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20. Et bien pour cette fête de la musique, le soleil sera présent et ça commence dès votre réveil avec certes quelques passages nuageux mais rien de méchant. Les températures matinales, il fera 14 degrés, ce sera la minimale à Saverne, 16 degrés la maximale chez nos voisins allemands du côté de Karlsruhe, partout ailleurs 15 degrés. Votre après-midi, du soleil, quelques passages nuageux et les températures quant à elles seront très agréables puisqu'il fera 23 degrés dans le nord du Bas-Rhin, 24 degrés de Strasbourg en passant par Kiel ou encore Karlsruhe, 22 degrés sur le Haut-Rhin ainsi qu'à Fribourg et 23 degrés à Bâle. Votre journée de samedi, eh bien la pluie fait son grand retour et les valeurs iront entre 23 et 26 degrés. En ce 21 juin, nous célébrons la musique, c'est également l'été et n'oublions pas les Rodolphe. Le soleil se lèvera à 5h26 pour nous dire au revoir à 21h34. Je vous souhaite un excellent moment sur Alsace 20 et à demain. Découvrez DS3 Crossback dans votre DS Store Colmar et Haguenau et au DS Salon de Saverne. Lundi prochain et tout au long de cette semaine d'ailleurs, ce sera l'Alsace Fan Day. Bonsoir Gérard Stedel. Bonsoir. Vous êtes président de l'Union internationale des Alsaciens. Rappelez-nous l'idée de cette Alsace Fan Day, c'est quoi? C'est une espèce de fête, alors pas nationale, fête régionale, c'est une déclaration d'amour, ou c'est un prétexte? En fait, nous avons 51 associations dans le monde et chaque association fête tous les mois ou fait un Stammtisch ou une exposition de peinture ou une soirée théâtrale, etc. Et on souhaitait, dans le cadre de la fédération, puisqu'on fédère l'ensemble des associations, faire un coup de projecteur spécial et tout le monde en même temps pour valoriser l'Alsace dans le monde. Et pourquoi le 24 juin, il y a une explication particulière? Le 24 juin, oui, il y a une explication parce qu'on pensait d'abord le faire en décembre à la Sainte-Odile, mais on était dans les préparatifs de Noël, donc oui. C'est pas terrible. Et pour faire la fête, c'est plutôt quand même indiqué durant une période estivale. Alors juillet-août, on peut oublier parce que tout le monde est en vadrouille. Donc il restait le mois de juin. Alors par exemple, demain, c'est les solstices d'été, mais la fête de la musique, donc c'est déjà pris. Alors on a pris le 24, c'est la Saint-Jean, c'est la journée la plus longue donc, et la nuit la plus courte, ce qui nous permet de faire la fête plus longtemps. Plus longtemps, impeccable. On va regarder sur une carte un petit peu où les Alsaciens du monde se sont déjà déclarés pour vous rejoindre. Il y a vraiment toutes les destinations sur à peu près tous les continents.
C'est quoi l'idée? Chacun organise localement son propre événement en fait. Hein. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a créé un site internet spécial alsacefanday.com. On peut télécharger l'affiche, on peut la personnaliser, on peut en faire des flyers pour inviter des clients. C'est aussi fait pour les restaurateurs, pas seulement pour les associations. Je pense qu'on va en parler après. Et donc tout le monde peut s'approprier cette journée et on souhaite que le maximum d'Alsaciens et amis de l'Alsace le fassent. Il y a vraiment des Alsaciens partout dans le monde ou il y a des pays où ils sont plus nombreux? Ah oui, il y a des pays où ils sont plus nombreux. Il y a déjà par exemple la Suisse, où il y a le maximum de Français et d'Alsaciens. Il y a l'Allemagne, il y a la Belgique, il y a la Grande-Bretagne, il y a les États-Unis. Ça, c'est les principaux pays où on peut trouver des Alsaciens, mais on en trouve. Les États-Unis, c'est la principale destination, enfin hors proximité géographique immédiate, c'est la première terre d'émigration. Oui, et aussi pour l'immigration, certainement, puisque c'est par le passé, nous avons une association qui est à New York, qui va fêter les 150 ans dans 2 ans. Né en 1871, donc il y a eu une émigration forte à l'époque et je crois bien qu'à ce moment-là, il y avait 29 associations aux États-Unis d'Alsaciens. Aujourd'hui, il y en a un peu moins. Qu'est-ce qui les réunit encore tous ces gens aujourd'hui, quand ils se regroupent localement, comme on l'a vu à Singapour, à Koh Samui, au Brésil, à New York? Qu'est-ce qui fait qu'ils se retrouvent sur place et qu'est-ce qui fait qu'ils se coordonnent autour de vous au niveau mondial? Il y a qu'est-ce qu'ils recherchent? C'est vraiment de l'identité encore de... C'est vrai, au niveau local, les gens, plus on est loin de ses bases, plus on a quand même un peu tendance à vouloir se regrouper, parce que ça permet de faire un réseau, ça permet de mieux s'implanter, de connaître des gens qui connaissent le pays, etc. Donc, c'est pas seulement affectif, c'est un vrai réseau au sens presque professionnel aussi du terme. Tout à l'heure, on en a parlé aux informations, c'est aussi un peu l'entraide et la solidarité. C'était d'ailleurs à l'origine la base de la création des associations dans le monde. Et je rappelle donc que dans 2 ans, on fête 3 150e anniversaire. Il y a Paris, il y a New York et il y a Lausanne. D'accord. L'éloignement, la mondialisation, le fait que les gens bougent beaucoup comme ça, notamment les jeunes maintenant, ça distance ce lien. Vous dites les associations sont un peu moins nombreuses. La crainte, c'est que ça se... Non, au contraire, on crée 4 associations par an depuis 3 ans, ce qui est quand même assez extraordinaire. Et on a au moins une dizaine d'embryons, entre guillemets, dans les tuyaux, que ce soit Miami, le Sénégal, la Turquie. Enfin, j'étais en Pologne il y a 15 jours pour lancer l'association des Alsaciens en Pologne. Avec la Pologne en particulier, il y a des liens historiques. Il y a aussi beaucoup de Polonais en Alsace. Donc voilà, on cherche à fédérer les Alsaciens, mais aussi les amis de l'Alsace pour en faire la promotion et le rayonnement dans le monde. Ça brasse toutes sortes de populations, j'imagine, aussi bien des étudiants, des entrepreneurs, des gens qui sont là 2 ans, qui sont là 15 ans. Oui, parce qu'aujourd'hui, à l'époque, l'émigration, beaucoup sont partis à l'étranger pour des raisons de guerre, de famine, de succession aussi, puisque souvent c'est le premier enfant qui héritait, les autres n'avaient rien. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé puisque dans les cursus d'étudiants universitaires, ils vont tous à l'étranger. Strasbourg a au moins 800 accords de coopération dans le monde. Donc on les retrouve à l'étranger. Souvent, ils prennent racine. Ils ne reviennent plus tellement. D'autres reviennent. Et puis pour les entreprises, eh bien évidemment, aujourd'hui, une entreprise se doit d'être un peu à l'export, à l'import dans le monde et pour faire la promotion de ses produits. Pour finir, comment vous pouvez continuer à accompagner, quand il y a des Alsaciens implantés à droite à gauche comme ça, ils se tournent vers vous, vous venez vers eux, comment on peut accompagner justement ces fédérations, en fait, c'est un peu l'effet réseau, c'est-à-dire que partout, moi je dis toujours, chaque Alsacien connaît un Alsacien à l'étranger, sauf que nous, on ne les connaît pas forcément, parce que ce n'est pas marqué sur le front. Et donc on cherche à les repérer, et pour les inciter à s'unir, à faire une amicale, un club, une association. Et une fois par an, d'ailleurs, on les réunit pour échanger les expériences avec toutes ces associations, tous ces présidents, ces dirigeants d'associations. Et ça permet à chacun de prendre des idées pour mieux se valoriser à l'étranger. Ça s'appelle l'Alsace Fan Day. On peut faire ça ici aussi. Lundi, si on veut boire un coup à la sortie des Alsaciens. Oui, alors l'Alsace Fan Day, ça va encore un peu plus loin, puisque là, on fait la promotion via les associations dans le monde, mais maintenant aussi en Alsace, parce qu'on a pas mal de partenaires. Donc on a l'agence Alsace Destination Tourisme, on a les 3A, on a le SIVA, on a les Étoiles d'Alsace, on a les Chefs d'Alsace, on a l'Union des restaurants hôteliers, on a même Alsace Vin. Alors pour l'occasion, Alsace Vin doit changer de nom, puisque ce sera Alsace Wien en alsacien. C'est vrai.
On va y réfléchir. Anna, plancher sur le sujet. Merci beaucoup. Gérard Stadel, vous restez bien sûr avec nous. Vous avez peut-être pris des bonnes résolutions pour la rentrée, pour après les vacances, pas tout de suite. Peut-être que vous avez envie de vous mettre au sport. Il faut choisir une discipline, il faut choisir pour vous ou pour vos enfants. Cet homme a peut-être une solution pour vous. Bonsoir Olivier Stetter. Bonsoir. Vous êtes co-responsable d'un événement qui s'appelle Vital Sport. Ça sera la rentrée, on prend un petit peu d'avance. Le principe en 2 mots, c'est ça se passe dans les magasins Decathlon, en Alsace mais aussi dans toute la France. Voilà. Vous accueillez des associations sportives du bassin de population du secteur. Local, c'est quoi? Vous leur mettez à dispo l'espace et puis on peut venir essayer du football américain, du cheerleading, de la natation, du kayak. La plongée. Donc le principe, c'est un événement qui existe depuis 24 ans sur tout le territoire français, qui a été dupliqué aussi sur d'autres pays, puisqu'on a 1509 magasins dans le monde. Il y a le Portugal, par exemple, qui fait aussi des Vital Sport. Nous, on invite des associations sportives locales à venir initier tout le public gratuitement au sport dont ils sont spécialistes. Le principe, c'est vraiment de miser sur des valeurs d'accessibilité. Cette année, pour la première fois sur le Vital Sport de Geispolsheim, par exemple, on va pouvoir proposer du handisport et des sports adaptés, puisqu'il y a une notion de différence, alors que ça n'était jusqu'à présent pas représenté sur notre Vital Sport en tout cas. Comment vous sélectionnez les associations? Vous les invitez, elles viennent, vous leur mettez à disposition les structures? Comment tout le monde, dans l'absolu, tout le monde peut venir dès qu'elles sont relativement proches du secteur? À partir du moment où l'association sportive est locale, ou ça peut aussi être un club de sport, on va pouvoir la démarcher et travailler avec elle pour proposer justement des initiations avec une certaine valeur de pédagogie, puisqu'on va vraiment mettre l'accent là-dessus, et d'accessibilité. Donc le principe pour du football, par exemple, ça ne va pas être de proposer toute la journée des matchs de football, mais de donner confiance en soi à chaque personne qui vient s'initier à ce sport. Ça s'adresse, on a dit, aux enfants, pas tout petits, dès que les clubs les prennent. Ça s'adresse aux adultes. Enfin, il y a pas de, et c'est gratuit, on l'a répété. Il n'y a pas de, dans l'absolu, c'est ouvert à. Dans l'absolu, c'est ouvert à tout le monde. Qu'est-ce qui marche en termes de sport aujourd'hui? Qu'est-ce qui est tendance chez les adultes, chez les jeunes? Il y a des modes aussi dans les pratiques sportives? On sait qu'on a en particulier sur le site de Geispolsheim des attracteurs, comme par exemple l'acrobranche, on va avoir la plongée, l'escalade, on aura cette année un mur de plus de 3 mètres de haut, l'équitation qui attire énormément. Donc on mise vraiment sur des sports qui sont la plupart du temps connus, et qui vont venir attirer sur le site le public, qui vont passer aussi devant des sports plus méconnus. Cette année, par exemple, à Decathlon Les Halles, dans le centre commercial, on pourra venir découvrir du Quidditch, ce sport qui a été connu dans le monde. Je sais que Anna est fan. Vous avez fait un reportage. Et oui, il y a un club. Vous êtes inscrite dans la foulée? Mais qui non, sait. je croyais. Ou alors du sabre laser, on voit vraiment des sports qui émergent avec leur fédération aussi. Donc ce sera un sport qui sera disponible à Geispolsheim, mais il y a aussi le football gaélique qui sera en initiation à Wittenheim par exemple, Wittenheim et Mulhouse. Il y a vraiment tous ces sports qui marchent, mais on voit aussi chaque année des enfants et des adultes qui prennent plaisir à découvrir des pratiques méconnues jusqu'alors. Il y a un côté challenge quand on organise ça, quand on est capable de mettre des coussins géants de big air là pour le saut en BMX, des piscines entières sur le parking, des murs d'escalade. Enfin, le challenge chaque année, c'est de trouver des disciplines de plus en plus spectaculaires, de plus en plus fun. De trouver en permanence de nouveaux sports pour attirer le public, mais également des qualités d'initiation qui pourraient intéresser tout le monde. Et il y a aussi l'aspect sécurité évidemment à envisager, puisque par exemple pour un mur d'escalade, il faut pouvoir trouver un mur d'escalade correctement pour pouvoir le mettre à disposition. On rappelle les dates, ça se passe à la rentrée? Le 7 et le 8 septembre. Je rappelle juste qu'on travaille avec des partenaires locaux, donc sur toute l'Alsace. Si un partenaire est intéressé pour travailler avec nous, pour travailler sur ses valeurs sportives, il peut contacter le magasin Decathlon le plus proche de chez lui. C'est-à-dire, c'est pas forcément des clubs sportifs qui peuvent vous rejoindre. D'ailleurs, ça c'est complet, les clubs, vous cherchez encore ou c'est déjà full? On est en train de boucler les inscriptions. C'est la fin. Par contre, effectivement, des partenaires qui veulent vous aider à mettre cet événement à disposition du public, ça c'est encore possible. C'est ça, exactement. Merci beaucoup, Olivier Stetter. On aura l'occasion d'en reparler à la rentrée. On va parler d'un événement qui se passe à la Robertso ce samedi, la fête de la musique, ma version after. Angélique Klein, on en parle dans un instant avec le président de votre association. On parlera de nos terroirs également avec Valérie Zago. Tout ça est juste après cette page de pub. À tout de suite.
Retour en plateau et toujours en direct dans ce 24 heures en Alsace. On parlera du meilleur de nos terroirs tout à l'heure avec Valérie Zago. Mais avant ça, nous accueillons Morad Badache. Bonsoir. Bonsoir. Qui a pris la place à côté de sa collègue Angélique Klein. Vous êtes le président de l'association larobe.com. Tout à fait. Vous fêtez un double événement ce week-end. Vous faites un after de la fête de la musique. La fête de la musique, c'est vendredi. Vous faites l'after, vous, le samedi. Puis c'est le prétexte aussi, c'est l'arrivée du tramway dans le quartier de la Robertso à Strasbourg. Enfin, le tramway qui s'arrêtait à l'entrée du quartier et qui maintenant rentre véritablement, qui le dessert véritablement. Qu'est-ce que ça change déjà un tramway qui revient dans ce quartier, la Robertso, pour les non-strasbourgeois? C'est un quartier, c'était un faubourg maraîcher il y a une cinquantaine d'années, c'est un quartier qui s'est beaucoup développé, qui fait complètement partie de la ville maintenant, avec quoi un côté un peu village qu'on veut encore un petit peu préserver. Bah oui, le tram est là déjà depuis longtemps, hein. Il y a une histoire du tram à la Robertso, je crois que c'est même depuis les années 1800. Tout à fait, ouais. Donc effectivement, et là c'est la prolongation de 3 nouvelles stations pour entrer encore plus dans le cœur de la Robertso, c'est ça. Mais nous on est ravis parce que plus de mobilité, et puis on le constate tous les jours, il est quand même déjà souvent plein ce tram. Donc, a priori, c'est une bonne chose pour tout le monde. Ouais. Alors, larobe.com, c'est une association qui regroupe des artisans, des commerçants, des entrepreneurs du quartier. Ça me fait beaucoup rire en tant que Strasbourgeois parce que tous les quartiers où le tram arrivait, les commerçants étaient vent debout au début. Ils avaient tous peur que le tramway tue le commerce, on ne pouvait plus stationner, ça va tout changer, c'est terrible. Vous accueillez ça de manière très sereine. C'est une plus-value pour le commerce, hein, moi je trouve, effectivement. Après, tout ce qui est nouveau, ça fait toujours peur, hein, c'est normal. Mais dans l'absolu, non, je pense pas. L'événement que vous organisez, ça se passe dans le parc de la Petite Orangerie, qui est presque le cœur un petit peu de la Robertso, de la nouvelle Robertso. Qu'est-ce qu'on met au programme du coup? C'est très musique, c'est très spectacle, Angélique? Il y a des concerts, des groupes de musique qui s'enchaînent toute la journée. Il y a avec des guest stars. On va pas tout raconter aujourd'hui, mais parce qu'on va laisser un petit peu de suspense quand même. Mais parmi les invités un peu vedettes, on va dire, on a la jeune fille qui était dans Clémentine, qui était dans The Voice. On a les Gospel Kids et on a les Elsa's Girls qui nous feront un petit show durant toute l'après-midi. Donc après, à côté de ça, on a beaucoup de groupes qui s'enchaînent. On a aussi beaucoup d'animations pour les enfants avec des châteaux gonflables, une tyrolienne géante, enfin bon, plein de choses. Et puis surtout un côté restauration qui sera ouvert toute la journée avec que des bonnes choses locales. Et voilà, et qui sont fournis par les commerçants de la Robertso essentiellement. C'est pas forcément les commerçants qui sont à l'origine de ce genre de manifestation, d'habitude c'est plutôt le côté associatif. Quel rôle justement cette association elle veut donner au quartier, quel souffle elle veut donner au quartier? Le but, c'est de dynamiser le quartier parce qu'on se rend compte qu'on a la chance d'être dans un quartier qui est très vivant et très riche, que ce soit en commerce, en restaurant et en activités diverses sur le secteur. Donc c'est vrai que l'idée, c'est de faire des choses ensemble et puis de pouvoir créer vraiment des événements ensemble et de dynamiser vraiment ce quartier et puis donner aux habitants du quartier vraiment une image active et dynamique, quoi. Bon, c'est ça, c'est créer du lien quelque part dans ces quartiers un peu périphériques qui sont souvent, pas dortoirs pour autant, mais où les gens, enfin comme dit, viennent un petit peu partout. Il n'y a pas forcément cet esprit de clocher de village qu'on peut trouver dans les communes périphériques. Non, on n'est pas. Mais bon, on la recherche cet esprit finalement de village. Oui, c'est exactement ça. C'est créer du lien. Voilà, du sourire, que les gens se rapprochent, discutent entre eux. On n'est pas là juste pour un rapport commerçant-client. Voilà, c'est la petite histoire, la petite anecdote, connaître un petit bout de la vie de nos clients, et pareil dans l'autre sens. Donc ouais, c'est créer du lien, c'est vraiment ça. Pour finir, regrouper les associations, les commerçants, quel est le point commun un peu, ou le dossier ou les projets communs que vous pouvez avoir dans cette association quand on défend des commerçants de secteurs extrêmement variés? Quel est le point qui vous rassemble du coup? Des associations? Oui. Du quartier? On a tous un objectif commun, c'est la promotion, la mise en valeur de notre quartier, ça c'est sûr. Et puis on apprend à tous devenir partenaires. L'association de commerçants à la Robertso, elle est assez récente, ça fait 7 mois, donc on est nous en tout cas des primo-accédants dans ce domaine. Et puis on apprend, et puis effectivement il y a des liens qui se créent avec les écoles, avec les structures en place de la ville, que ce soit l'église protestante, la bibliothèque. Donc effectivement c'est un rapprochement de toutes les associations, l'Escale aussi, le centre socioculturel, voilà. Ça se passe ce samedi 22 juin. Exactement. À partir de
Commencez tôt, hein, midi. Alors, midi, ouais. Consécutif à l'inauguration du tram, parce qu'il roule depuis lundi, mais l'inauguration officielle c'est après-demain samedi. Et donc la fête à la petite orangerie de 12h à 22h sur l'affiche, mais bon... En fonction du temps. On vous connaît, hein. Ouais, ça durera un peu plus longtemps. J'espère. Merci beaucoup à tous les deux, vous restez bien sûr avec nous. On va passer à l'Alsace, mais côté terroir cette fois-ci, mais pas que Alsace, c'est tous les jeudis avec Valérie Zago. Au sommaire, le Grand Cru Altenberg de Wolfsheim, le domaine cherche un petit objet insolite et pratique. Et pour finir, mon coup de cœur, un Saumur Champigny. On commence, direction Wolfsheim. Exactement, pour l'un des 3 grands crus Altenberg classés en Alsace. Donc on avait déjà présenté l'Altenberg de Bergame, de Bergbitten. Ce soir, je vous présente le Wolfsheim. Des 3 grands crus Altenberg, c'est le plus précoce. C'est celui qui va se retrouver dans une sorte de cuvette, donc avec effectivement beaucoup de soleil, une maturité accentuée au niveau des raisins, donc souvent une bonne précocité. Donc c'est vraiment pour ça qu'on parle de précocité. Et souvent, on vendange 10 jours avant les vignobles de proximité. Comme la plupart des grands crus, il a une histoire très ancienne. Très ancienne, ça date du Moyen-Âge. C'était l'évêché et les hôpitaux de Strasbourg qui étaient propriétaires d'une grande majorité du coteau de l'Altenberg. Maintenant, ça s'est vraiment développé à partir du XVIIe siècle grâce à Vauban. Parce que Vauban a construit le fameux canal de la Bruche qui a été utilisé au départ pour transporter le grès pour faire les fortifications de la ville de Strasbourg. Mais les vignerons l'ont utilisé, cette voie fluviale, pour pouvoir transporter leur vin jusqu'au port de Strasbourg et ensuite pouvoir exporter leur vin à travers l'Europe. Et du coup, il a occupé une surface beaucoup plus importante alors. Oui, il a pu occuper une surface de 180 hectares, ce qui était énorme. Malheureusement, avec les aléas historiques, la crise du phylloxéra, les vignerons ont abandonné progressivement la vigne, du coup quasiment à l'abandon. Mais par chance, les grands crus arrivant en classement en Alsace ont redonné en fait de l'engouement aux vignerons qui ont replanté progressivement, parcelle par parcelle. Et il a été classé en 92 en grand cru sur une surface beaucoup moindre de 31 hectares. Le roi, du coup, là-bas, c'est le Riesling, forcément. Riesling, roi incontesté, 18 hectares sur les 31. Et pour la petite anecdote, le Riesling, avant la Révolution française, était présente très peu en Alsace, seulement dans des lieux très privilégiés, dont l'Altenberg de Wolfsheim. Une adresse que vous avez évidemment cochée sur votre petit carnet. J'ai coché en grand, en rouge, le domaine Scharch, domaine viticole de Wolfsheim. Pour son Altenberg, très bon rapport qualité-prix, un vin qui est ample, qui est puissant, qui garde beaucoup de finesse et d'élégance. On a rencontré Nicolas Scharch. On regarde. Millésime 88, dégusté l'an passé et surpris par encore cette remarquable fraîcheur. La puissance liée d'une part à la Marne et d'autre part à cette exposition qui effectivement fait des vins particulièrement puissants. Un vin de la vallée du Rhône et plus particulièrement de Suze-la-Rousse sur le plateau des Gravennes. Un vin dans lequel on retrouve beaucoup de fraîcheur malgré la région. Ce que je recherche avant tout dans mes vins, c'est cette notion de pureté et d'équilibre. Vous avez perdu une boucle d'oreille, Valérie, je crois. En fait, c'est un petit porte-clés. Vous avez une idée de quoi il s'agit comme petit porte-clés? Allez-y, c'est assez simple. Un tire-bouchon. Exactement, c'est un tire-bouchon de poche. Alors, pas comme ça, pas là comme ça. Non, pas comme ça. En fait, il faut le démonter. Donc, j'ai un peu triché, je vous l'ai démonté. C'est honteux, vous ne faites pas en direct. Non, j'ai peur de me tromper. Donc, ça se dévisse. Voilà, vous avez juste enlevé la petite goupille, vous retrouvez ça, et ensuite vous avez juste hop. Oh, super. Et vous avez votre tire-bouchon de poche Petit tire-bouchon en cas de d'urgence. Poche, vous l'avez toujours avec vous, c'est hyper pratique. Parce que trop souvent, vous n'avez pas de tire-bouchon sous la main. Là, vous l'avez avec vos clés. C'est génial, faut pas perdre impeccable. Tout votre coup de cœur Happy, Valérie, de cette semaine. Alors, cette semaine, je vous emmène dans la Loire pour une appellation qui s'appelle Saumur-Champigny. Le domaine, c'est Château de Targé. On est sur un jeune millésime, 2016. On est évidemment sur un 100% Cabernet Franc, qui est le cépage du
Saumur-Champigny. La robe est d'un joli rubis, une belle brillance. Le nez très ouvert, très expressif, sur des notes de poivron, qui est vraiment les arômes typiques du Cabernet Franc, mais également de pivoine, de fruits rouges comme la cerise, la groseille, un peu de mûre. Des notes de sous-bois, un peu champignon. En bouche, ça reste extrêmement fin, très élégant. Une très belle fraîcheur, très joli vin de l'été quand il va s'installer, pour vos grillades, vos barbecues, c'est parfait. Quand il va s'installer. Voilà, c'est quand il va s'installer. Donc très jolie cuvée pour les amateurs de Loire, à prix ultra sage, Château de Targé, Saumur-Champigny 2016. C'est quoi ultra sage ? 12,50 €. C'est presque cadeau. C'est presque cadeau pour la qualité du produit. Merci beaucoup Valérie, on vous retrouve évidemment jeudi prochain pour la suite de vos découvertes du terroir alsacien. Et d'ailleurs, il nous reste 2 petites minutes. Angélique Klein, Morad Badache, on rappelle l'événement parc de la Petite Orangerie ce samedi à la Roberto, à Côte-d'Or de Strasbourg. La bonne raison pour venir vous rejoindre ? Il fera beau. C'est sûr. Ça, c'est certain. C'est sûr. Il y a un microclimat sur la Roberto. On va faire la fête à la Roberto. C'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. C'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. On va passer un bon moment. Ça va être une belle journée de Lyon et on va bien s'amuser. Donc, on vous invite tous à venir participer à cette belle journée. Allez, c'est noté. Il nous reste une petite minute. Gérard Stedel, 24 juin, l'Alsace Fan Day dans le monde entier, mais aussi en Alsace. Oui, dans le monde entier. On est très content aussi de le faire maintenant en Alsace, puisque c'est la 2e fois qu'on le fait, avec plein de partenaires institutionnels. Et c'est pas pour nous déplaire dans le cadre de la refonte de la région Alsace, n'est-ce pas ? On est très fiers d'être alsacien quand on est à l'étranger. On souhaite aussi que les restaurants alsaciens en Alsace fassent la promotion des vins, puisque cette année, le thème, c'est l'association mets et vins d'Alsace. Ceux qui ne savent pas, n'ont pas de recettes, ils peuvent les télécharger et puis les faire. Donc, et puis le vin qui va. Voilà. Qui va avec. Comme vous le savez, l'Alsace a la meilleure gastronomie dans le monde. Et pour finir, les associations sur lesquelles vous aidez, que vous planchez, où est-ce que les Alsaciens sont en train de s'implanter, où est-ce que vous les aidez à s'implanter ? Disons, il y en a qui sont bien implantés en Chine et ils ont prévu, à Hong Kong, à Shanghai notamment, ils ont prévu de belles soirées. Et donc, on aura des images et on invite tout le monde à faire des selfies, et bon, pas trop long, et des vidéos, de nous les envoyer, et puis on essaiera de faire une émission sur tout ce qui a été réalisé. Avec les Alsaciens du monde entier. Merci à tous les 4 d'être venus sur ce plateau en direct ce soir sur Alsace 20. La suite, c'est comme chaque jeudi, on va parler logement avec le magazine du logement et de l'habitat. C'est avec nos amis de la Cibar et c'est présenté par Fanny Kunz. Bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle édition de votre magazine du logement et de l'habitat en partenariat avec la Cibar. Vous avez sans doute déjà entendu parler des vignettes à collectionner de joueurs de foot. Eh bien, ce sont bientôt 30 lieux emblématiques du quartier de la Méno qui vont être répertoriés dans un street album par l'association parisienne Lu au Carré. Elle est déjà venue depuis plusieurs mois récolter des témoignages auprès des habitants et aujourd'hui, elle est venue à la rencontre des membres de l'association des locataires de la Cibar Méno pour découvrir un petit peu la vie de ce quartier et aussi de faire le tour des lieux emblématiques avec la photographe Paola Guigou. Je vous laisse regarder le reportage. Donc, le parc Schulmeister, il a été plébiscité, enfin c'est le lieu quasiment qui a été le plus de fois nommé, avec quelques autres lieux du quartier. Transposer la vie du quartier de la Méno dans un album de vignettes à collectionner, c'est l'idée de Lucille. Depuis plusieurs mois, elle multiplie les allers-retours pour repérer les lieux et rencontrer ses habitants, témoins du passé du quartier. Entre Crimerie, le Baggersee et ici le parc Schulmeister, en tout 30 lieux seront retenus pour apparaître dans l'album. Des lieux chargés d'histoire, parfois disparus, mais incontournables du quartier de la Méno. On avait envie de réaliser un projet artistique de territoire qui s'inscrive sur un temps plus long et qui soit imaginé du point de vue de celles et ceux qui y vivent. Qu'est-ce que c'est l'espace public ? Comment on fabrique l'espace public ? C'est pas forcément en coulant du béton qu'on crée de l'espace public. C'est aussi une histoire de rencontre, c'est une histoire de lieu de rencontre. L'œil de la photographe Paola Guigou accompagne aujourd'hui la compagnie dans sa démarche. C'est elle qui sera chargée de tirer les portraits de vie et de prendre les clichés qui seront la base de l'album. Je pense qu'on a envie de quelque chose de vivant dans ce street album, donc ça va être sur de la couleur, quelque chose d'actuel,
Surtout qu'on risque de faire le pendant parfois avec des images d'archives qui, elles, seront certainement en noir et blanc. Donc comme ça, on pourra faire un peu la différence et faire le pont entre hier et aujourd'hui. Et pour mettre en œuvre ce projet, la compagnie a fait appel aux habitants du quartier de la Méno. Pour l'instant, 80 familles, des commerçants et des acteurs du quartier ont partagé leurs lieux préférés et souvenirs d'enfance, comme Jacqueline et Chantal ce matin. Membres de l'association des locataires de la Société immobilière du Bas-Rhin du quartier de la Méno, elles vivent ici depuis toujours. Les écoles, le centre culturel, la place de l'Île-de-France, la rue de la Canardière sont autant d'endroits qu'elles affectionnent. Ça fait connaître la Méno d'un autre angle, le côté historique que les gens ne connaissent pas forcément en habitant à la Méno, puisque ça a beaucoup évolué, beaucoup bougé, et donc il y a encore beaucoup d'anciens, et donc c'est toujours un plaisir de pouvoir parler un petit peu de l'époque que tout le monde a apprécié, je pense. Pour moi, ça représente comme un grand village, je le dis souvent, et on y fait de belles rencontres. Le quartier étant joli, on peut se diriger vers le Baghersee, comme le parc Schulmeister, le Racing est célèbre, on y vit bien. Grâce aux témoignages ce matin, une vingtaine de lieux ont déjà été recensés, des perles pour la compagnie artistique. C'était très riche, parce que l'album Panini de la Méno, ça va beaucoup être des lieux aujourd'hui, avec des tranches de vie en photo d'aujourd'hui, actuels, mais aussi avec des clins d'œil sur les souvenirs passés, la mémoire, des lieux qui ont disparu, ou des photos d'archives qui sont remarquables et qui racontent aussi quelque chose de l'évolution du quartier. Une fois finalisé, l'album devrait être édité à 2000 exemplaires d'ici janvier 2020. Il sera distribué gratuitement et avec la complicité des commerces de proximité, les habitants du quartier pourront récupérer les vignettes sous forme de chasse au trésor. Merci à tous de nous avoir suivis. Moi, je vous retrouve jeudi prochain pour une nouvelle édition de votre Mag du logement et de l'habitat en partenariat avec la CIBAR. Nous allons partir jardiner avec les résidents de la résidence senior de Lingolsheim. Très bonne soirée et à bientôt.